Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Voici le programme de l'émission aujourd'hui. On va démarrer avec notre focus. On part à la rencontre d'un professeur de physique-chimie qui lutte à sa manière, vous allez le voir, contre l'homophobie et le harcèlement, notamment grâce à son compte TikTok où il est suivi par plus d'1 million d'abonnés. Et puis notre sujet du jour, c'est la période des révisions. On est en plein dedans, oui, et avec elle son lot de stress, de fatigue et puis parfois aussi d'inefficacité. Alors bien connaître le fonctionnement de notre mémoire pourrait bien changer la donne parce que mieux retenir, mieux organiser son travail, mieux gérer son stress, oui, tout ça c'est important et c'est possible surtout à condition en revanche de comprendre comment notre cerveau apprend vraiment. On va en parler justement avec un expert du domaine, il s'appelle Mathieu Incelin, il est en duplex avec nous aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes maître de conférences en psychologie, neuropsychologue. On va justement donner les clés à nos téléspectateurs des bonnes révisions et de la mémoire dans un instant avec vous, juste après le focus. En assumant face à ses élèves son homosexualité, un jeune professeur de physique-chimie d'un lycée de Clermont-Ferrand lutte à sa manière, vous allez le voir, contre l'homophobie et le harcèlement. Celui qui a plus d'1 million d'abonnés maintenant sur TikTok fait aussi beaucoup rire sur les réseaux sociaux. Dans ses vidéos, il n'hésite pas notamment à se moquer gentiment de ses élèves qui en redemandent. Voilà quelques exemples avec le portrait de ce prof pas comme les autres qui s'appelle Timothée Curado, présenté aujourd'hui par Xavier Terrane. Je m'appelle Timothée, je suis professeur de physique-chimie, j'ai les secondes, des premières et terminales. Et j'enseigne aussi en première et deuxième année à l'université. Et très actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Quand on tape professeur influenceur dans Google, son nom est l'un des premiers qui apparaît. Et pour cause, Timothée Curado est plus connu sous le nom de TimTHC sur TikTok, où il a 1 300 000 abonnés. Sur son compte, ce professeur de physique-chimie d'un lycée de Clermont-Ferrand de 28 ans n'hésite pas à se moquer gentiment de lui-même, de ses collègues, mais aussi de ses élèves. Bonjour, excusez-moi, je trouvais pas la salle, madame. Non mais madame, m'envoyez pas en vie scolaire, c'est à cause de la prof de français, là. Elle met 30 ans à nous lâcher aussi. Pourquoi tout le monde arrivait à l'heure et pas moi? Ok, vous êtes une bande de clochards, de toute façon. Bonjour. Oh punaise, la porte est fermée, tu crois qu'elle va nous prendre, là? Mais si la porte est fermée, cherche pas, frère, c'est mort. Mais pour 2 minutes, elle aussi, là. Bon, allez, aujourd'hui, on va faire un travail de groupe. Sarah, tu vas aller travailler avec Jules et Kevin, s'il te plaît. Pardon? C'est quoi ça? Sarah, tu vas travailler avec Jules et Kevin. Non, on joue pas dans la même division. Moi, je fais les 3-4 millions d'audimat, je me mélange pas avec les clochards. Sorry, darling. Non. Attends, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui fais les groupes. Et t'as pas à les traiter de clochards, déjà. Sur Instagram, Timothée Curado a près de 200 000 followers. Sa notoriété lui a permis de participer avec d'autres amis influenceurs à la série Dans le manoir sur YouTube, mais aussi de multiplier les partenariats avec des marques. Mais malgré ses multiples activités et sa constante envie de se renouveler, Timothée n'en oublie jamais son premier métier, professeur, un prof enseignant également à l'université et qui n'hésite pas à assumer son homosexualité, au risque de faire parler, même en salle de classe. Je sens que l'année va être longue. Mais longue. On me pose souvent la question si les élèves me respectent. La réponse est oui, dans la majorité des cas. Mais clairement, ce matin, il m'a pas du tout respecté. Pas du tout. Et là, il me regarde. Et il me dit pas. Bah ça va, monsieur, il vous a bien fallu 2 ans pour trouver un mec. Bien sûr, tout le monde s'est mis à rigoler. Et moi aussi. Dans ses vidéos, il le dit avec humour, mais chez ses élèves et ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, cela a permis de libérer la parole. À sa façon, sous couvert de vidéos légères et d'humour taquin, Timothée Curado est devenu une des principales figures 2.0 de la lutte contre l'homophobie et plus globalement contre le harcèlement.
Timothée Curado qui arrive sur scène avec son premier spectacle présent en tournée dans toute la France. On va passer maintenant à un autre sujet, notre sujet de l'émission aujourd'hui. Surligneur, fiche à rallonge, nuit blanche et boule au ventre. Voilà le cocktail bien connu des périodes d'examen. Mais réviser, ça n'est pas seulement une question de volonté, c'est surtout une affaire de méthode et de mémoire. Alors justement, on va tenter de comprendre aujourd'hui comment mieux apprendre sans s'épuiser non plus. Avec nous, un expert en duplex pour nous donner justement des conseils simple, efficace et surtout validé par les neurosciences. On en parle avec lui tout de suite dans la première partie du talk. Il est avec nous donc en duplex aujourd'hui, Mathieu Incelin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en psychologie. On est absolument ravis de vous avoir parmi nous parce qu'effectivement, la période de révision, on est en plein dedans là en ce moment entre le brevet, le baccalauréat. Vous allez répondre à de nombreuses questions, j'en suis sûre, qui sont posées actuellement par celles et ceux qui nous regardent, par des étudiants et des élèves, notamment des lycéens. Alors avant justement de parler, Mathieu, de révision, d'examens qui vont arriver là dans les prochains jours et les prochaines semaines, est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on sait aujourd'hui du cerveau des jeunes et notamment de la mémoire? Quels sont leurs grands mécanismes et comment elle fonctionne justement cette mémoire dans le cerveau? Le premier point à connaître général sur le fonctionnement de la mémoire, on pourrait dire, c'est les trois grandes étapes qui valent évidemment pour les plus jeunes, les adolescents, les jeunes adultes qui vont passer tout un tas d'examens en ce moment, mais c'est évidemment les mêmes étapes tout au long de la vie. Donc c'est ces trois grandes étapes qui sont l'encodage, le stockage et la récupération. C'est-à-dire l'encodage, c'est le moment où on enregistre l'information, on est en cours, on écoute ses professeurs qui racontent des choses, où on lit un texte par exemple, le moment où on enregistre l'information. Ensuite, on a l'étape qui est appelée du stockage, donc on garde en mémoire, ça peut être quelques secondes si on répète tout de suite après, et on espère au moins jusqu'à l'examen, et puis surtout après pour pouvoir s'en resservir, donc ça peut être quelques jours, quelques mois, des années, évidemment, potentiellement. Et puis la dernière étape, c'est l'étape de récupération. En fait, on va récupérer en mémoire l'information. Cette étape-là, elle est importante parce qu'en fait, c'est cette étape-là qu'on met en jeu le jour de l'examen, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, quand on va rechercher l'information en mémoire. Donc toutes ces étapes sont importantes, on va les retrouver chez tout le monde, hein, quel que soit l'âge. Et si on doit donner un premier peut-être petit conseil sur ces étapes, c'est vous évoquiez la fatigue, d'être bien reposé, parce que pour bien encoder, pour bien enregistrer, il faut être bien reposé, bien être en forme. Le stockage aussi va être important avec le sommeil. On va parler dans ce moment, on va garder même de consolidation grâce au sommeil. C'est non seulement on stocke, on garde en mémoire évidemment, mais quand on dort bien, quand on dort suffisamment avec des cycles qui ont le temps d'aller à leur terme, ça permet d'améliorer, de consolider les souvenirs. Et puis, le jour de l'examen, évidemment, à récupérer, si on est tout stressé d'une nuit blanche et fatigué, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, on imagine effectivement, on l'a tous vécu. On parle souvent de bonnes et de mauvaises formes de mémoire dans l'imaginaire public. Il y a la mémoire visuelle, la mémoire auditive, etc. Est-ce que ces catégories-là, elles sont validées par les sciences? Ce sont des catégories scientifiques? Alors, oui et non, on pourrait dire. C'est-à-dire que évidemment qu'il y a des informations qui vont arriver par différentes modalités. Donc ça, c'est le côté oui. On peut voir des choses. On a tous et toutes révisé, relu des textes, appris des schémas, etc. Donc ça, c'est visuel. On a des informations qu'on peut apprendre de manière auditive. Typiquement, les discours des enseignants qu'on a entendus avant, ou montrer avant, par exemple, un professeur qui fait des TikTok, des vidéos. Il y en a qui font des podcasts aussi. On peut aussi apprendre par différentes modalités. Donc ça, c'est vrai qu'il y a différentes modalités, bien entendu. Par contre, c'est associé à un mythe très fort. C'est quelque chose qu'on appelle un neuromythe. Donc c'est des mythes sur le fonctionnement du cerveau, sur les apprentissages, qui est ce qu'on appelle des styles d'apprentissage. Donc il y a une idée fausse selon laquelle on a une modalité dans laquelle on apprend mieux. Il y a des gens qui vont dire, moi je suis visuel, donc j'apprends mieux quand c'est en visuel, ou auditif, j'apprends mieux quand j'entends des choses. C'est une préférence. En fait, on peut préférer des choses comme peut-être que vous préférez le chocolat blanc, moi je préfère le chocolat noir. Ça ne veut pas dire que parce que je préfère telle chose, c'est meilleur pour ma santé, par exemple. Je peux préférer quelque chose qui n'est pas très bon. Plein de gens aiment la raclette, c'est délicieux. Pour la santé, je pense que des diététiciens nous diraient que c'est peut-être pas l'idéal. Donc là, l'idée de ces styles d'apprentissage, c'est que il faut éviter en fait d'apprendre que d'une seule façon, de dire je suis que visuel.
L'idée, c'est plutôt de multiplier les sources, de multiplier les chemins de récupération. Plus on a de chemins pour aller récupérer, plus on a de chances de retrouver la chose qu'on a mémorisée. Donc voilà, si on peut préférer des choses, on a tout à fait le droit de préférer, bien entendu, juste de pas rester sur une seule modalité, pas faire que du visuel. Voilà un autre conseil donc que vous nous donnez, que vous donnez aussi aux jeunes, aux lycéens qui sont en train de réviser et chez qui forcément le stress est un peu en train de monter en ce moment. Le stress est l'élément incontournable de la période des examens. Le stress, est-ce que ça a aussi un impact d'une manière ou d'une autre sur la mémoire, sur le fonctionnement de notre cerveau, bien sûr? Oui, bien entendu, le stress, ça joue sur énormément de choses, sur, on va dire, l'anxiété qui peut être là. Donc, je vais mettre de côté des pathologies, hein, si on a des troubles anxieux, des troubles dépressifs, etc., pour lesquels, bien entendu, il faut consulter des professionnels de santé, médecins traitants, qui peut orienter vers des psychiatres, de faire des consultations avec des psychologues. On va dire le stress qui est normal, en fait, pour un examen, il y a un enjeu, on a du stress un petit peu. S'il y a un petit peu de stress, si ça sert parfois de motivation pour se concentrer, pour aller réviser un peu plus, c'est pas forcément une mauvaise chose s'il y en a un tout petit peu. Par contre, s'il y en a beaucoup, ça peut paralyser. Évidemment, c'est bien sûr embêtant. C'est souvent celui-là qui va gêner. Ce qu'on peut dire pour à la fois gérer le stress et puis en même temps pouvoir entraîner sa mémoire, améliorer sa mémoire, ça serait de s'entraîner régulièrement en fait pour s'habituer aux examens. C'est-à-dire concrètement, la plupart des gens partout font des bacs blancs, des brevets blancs, etc. De multiplier ce genre d'exercice pour s'habituer en conditions réelles. Plus on fait ça souvent, plus ça va devenir habituel, donc moins stressant. En fait, les choses qui nous sont familières, auxquelles on est habitué, elles nous stressent un peu moins. Il y aura quand même un stress. Je connais personne qui arrive pas du tout stressé, en tout cas c'est extrêmement rare, mais en tout cas il y aura moins de stress puisque la partie du stress de l'enjeu de l'examen sera là. Par contre, la partie du stress de comment ça se passe, est-ce que je me suis entraîné dans telle modalité, que ce soit un oral, un QCM, une rédaction, si je me suis entraîné plein de fois à faire cet exercice-là, j'aurai moins, voire peut-être pas de stress sur cette partie. Et est-ce que le stress peut vraiment bloquer un lycéen, un étudiant, le grand jour, le jour J, le jour d'un examen? Est-ce qu'il peut perdre ses moyens? Parfois on entend justement des jeunes qui nous disent « mais j'étais tellement stressé que j'ai complètement perdu le sens de ce que je devais réciter, de ce que je devais écrire dans mon examen ». Oui, ça peut arriver parfois, malheureusement, parce que ça arrive parfois à des lycéens, des collégiens qui ont travaillé, qui ont appris des choses, mais qui sont pris vraiment d'un énorme stress le jour J. C'est pour ça que je disais un petit peu en préambule, c'est rarement quelque chose qui apparaît pour la première fois le jour J. Donc, quand c'est des choses qui sont récurrentes comme ça, faut pas hésiter, bien entendu, à consulter. Hein. Pour un psychologue, c'est pas forcément pendant 10 ans qu'on va suivre. Ça peut être quelque chose qui va durer quelques semaines, quelques mois, en fonction du besoin pour arriver à gérer ce stress-là. Donc là, on est un petit peu tard, évidemment, pour commencer maintenant, mais pour les prochains, évidemment, pourquoi pas. Si on veut donner là aussi des conseils pour gérer ce stress au mieux, ça va être tous les conseils de santé globale. On parlait du sommeil, d'avoir une alimentation... pour le coup, on va peut-être éviter la raclette et par les températures et par le fait d'avoir des choses lourdes. Et puis aussi, la veille de l'examen, de prévoir un vrai temps de détente, d'avoir une soirée sans révision, on va regarder un film, aller faire un petit tour, se balader, quelque chose pour se détendre, pour arriver frais au maximum, reposé au maximum, même si on a envie évidemment hein, d'aller réviser, de se rassurer, mais l'idéal c'est plutôt de prendre un temps pour poser. Le travail a été fait avant, donc ça peut arriver parfois d'être pris dans ce stress-là. Si ça arrive, les conseils qu'on va dire un petit peu pour se raccrocher aux branches peut-être, c'est de prendre le temps de respirer, de faire... Il y a des petits exercices qu'on appelle de respiration ventrale où on inspire, on compte par exemple jusqu'à 4, on bloque la respiration en comptant jusqu'à 4, on expire en comptant jusqu'à 4 et on bloque en comptant jusqu'à 4. On peut faire ça en boucle. C'est des choses qui permettent de diminuer un petit peu le rythme cardiaque, de baisser un petit peu le stress. C'est pas miraculeux évidemment, mais c'est des choses qui peuvent un petit peu aider le jour J au besoin, et puis on peut le faire par ailleurs. Des conseils qui sont effectivement importants vu la période, en effet. Un autre conseil aussi que vous donnez aux jeunes pour bien réviser, c'est de miser sur la régularité, pas de révision de dernière minute.
Non, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait précédemment sur le fait d'avoir un temps de détente juste avant, d'être tranquille et de pouvoir arriver et reposer. Et puis sur les principes de la mémoire, hein, si on se focalise vraiment dessus, on distingue en fait deux grands types d'apprentissage. Si on veut un petit peu simplifier les choses, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage massé. C'est souvent ce qui est fait. Et je plaide coupable, hein, je l'ai fait quand j'étais au lycée et au début de mes études à l'université, c'est-à-dire on révise à fond les 15 jours, 3 semaines précédant l'examen. Et ça, alors à cette période de l'année, c'est ce qui reste évidemment de possible, mais c'est pas l'idéal parce que en fait notre mémoire a besoin de prendre le temps d'avancer tranquillement. Si on prend à temps égal, à temps de travail égal, on mémorise beaucoup plus et beaucoup mieux, c'est-à-dire plus longtemps et de façon plus solide, des choses qu'on a appris de façon, ce qu'on appellera espacée dans le temps, c'est-à-dire on a révisé, au lieu de réviser, travailler 100 heures dans le dernier mois, si on a fait toute l'année 2 heures par semaine, tranquillement, au fur et à mesure, en le découpant même en sessions de 30 minutes, 20 minutes par jour, etc., c'est beaucoup plus efficace, on retient plus de choses et on les retient plus longtemps aussi. Donc il y a moins de phénomènes d'oubli d'une année à l'autre pour les gens qui vont, par exemple, passer du collège au lycée, les gens qui vont aller à l'université. Pour garder ces connaissances-là, mieux vaut espacer l'apprentissage. C'est l'idée, si on a une courbe en tête, c'est comme on oublie des choses, hein, c'est naturel, ça diminue au fur et à mesure du temps. En fait, à chaque fois qu'on va réviser, on va se tester, par exemple, on va faire un examen blanc, on va faire un quiz, la courbe, en fait, on va rappeler le souvenir, et puis la courbe, elle va être un petit peu moins importante. Puis quand on le rappelle, elle va être encore moins importante après, etc., etc. Donc c'est un cercle, en fait, vertueux. Plus les choses sont rappelées, et plus on peut les espacer dans le temps, moins elles vont diminuer. Donc c'est un petit peu contre-intuitif parce que beaucoup, on a tendance à réviser au dernier moment et ça permet d'avoir des examens. Je vous dis, je l'ai fait, j'ai eu mon baccalauréat, hein, par exemple, comme ça. C'est pas que ça ne marche pas, cette méthode-là, c'est que l'autre méthode est beaucoup plus efficace. Si on veut donner des chiffres, c'est si on préfère avoir 14 ou 18. En général, on préfère avoir 18 que 14. 14, c'est très bien si on a ça. C'est une mention bien, c'est bien. Si on peut avoir plus d'infos et de meilleures notes encore, c'est évidemment encore mieux. C'est sûr. Et bien justement, on va continuer. J'en perds ma voix. On va continuer à en parler justement parce que c'est mieux, bien sûr, d'avoir 18 que d'avoir 14. Et justement, vous êtes là pour nous donner tous les conseils à ces lycéens aussi qui sont en pleine période de stress, mais surtout de révision. On continue à en parler avec vous. Mathieu, dans un instant, d'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le Zap et c'est le meilleur d'Internet. Et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.开始了。看这个已经够苦了吧？嗯。哇塞！我的妈呀！好，开始了。
看这个已经够苦了吧？但是你看，Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité en duplex aujourd'hui, Mathieu Incelin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en neuropsychologie et justement, on va continuer à donner quelques conseils aux lycéens qui sont en train de réviser pour le bac, aux collégiens aussi qui sont en train de réviser pour le brevet. On en parle tout de suite dans la deuxième partie du talk. Mathieu, justement, ces lycéens, ces collégiens qui sont nombreux à continuer à se poser plein de questions et vous êtes là justement pour y répondre. Alors, vous nous avez dit en première partie du talk qu'il y a différents types de mémoire, que, en gros, on a notre type de mémoire en fonction de ce qui nous plaît le plus et de ce qui nous convient le plus. C'est important. Vous nous avez dit aussi qu'il est important de se tester régulièrement et ne pas travailler effectivement quelques jours seulement après un examen. Se tester régulièrement, oui. Le faire seul ou le faire en groupe? Qu'est-ce qui marche le mieux? Alors, on peut faire les deux et dans tous les cas, effectivement, se tester, c'est quelque chose qui est recommandé. Ça va permettre, on parlait en première partie des étapes de la mémoire, la dernière étape qui est celle de la récupération. Donc quand on se teste, en fait, on met en jeu cette étape de récupération. Si on veut donner une métaphore, celle qui convient plutôt pas mal, c'est de voir la mémoire comme un chemin. Et cette récupération, c'est un chemin, plus on va récupérer, plus on va tester. Donc on va récupérer de plus en plus on emprunte le chemin. Donc quand vous empruntez souvent un chemin, il est plus accessible, c'est plus facile d'y aller, c'est plus rapide. Donc l'idée, c'est déjà de se tester, ça c'est vraiment le conseil qui est important. Après, de le faire seul ou en groupe, on peut dire, ça va dépendre des personnes, mais c'est un petit peu plus facile en général de le faire en groupe pour se motiver. C'est souvent comme pour aller à la salle de sport, si on est seul, des fois on peut avoir un petit peu moins de motivation, puis on se dit, si on est en groupe, j'y vais pour être avec le copain, la copine, pour lui tenir compagnie à minima, et puis une fois qu'on y est, on est lancé. Donc si on se dit, on se fait une session en groupe, il y a le rendez-vous, il y a l'attente, on se prépare, c'est un petit peu plus facile de mettre ça en place. Et puis pour se poser des questions, quand on est seul, il faut un petit peu se poser des questions tout seul. C'est toujours plus compliqué. Il y a toujours des annales évidemment qui peuvent exister, mais quand on est avec quelqu'un d'autre, il va pouvoir nous poser des questions avec le cahier, avec le support, l'ordinateur, etc. sous la main. Donc ça permet de se questionner, de se tester un petit peu plus facilement. Et puis aussi, ça permet de corriger les éventuelles erreurs. Peut-être qu'on a mal compris quelque chose. Si on est en groupe, quand on a 1, 2, 3 personnes avec nous, dans ce groupe-là, il y a peu de chances, en tout cas il y a moins de chances que les 4 aient compris à côté et mal compris que si nous on est tout seul et c'est dur de s'autocorriger. Donc le plus important vraiment, c'est de se tester, de le faire régulièrement, parce que là c'est vraiment très efficace pour mémoriser les choses. Ça permet de diminuer, on l'a dit en première partie, ça permet de diminuer un petit peu le stress, de se tester régulièrement. Si on peut le faire en groupe, pour les aspects de motivation, d'organisation, de correction, d'autocorrection, c'est encore plus pratique et plus sympathique. Alors Mathieu, certains parents pourraient vous dire, bien sûr, travailler en groupe avec plaisir, mais ça peut aussi être vu comme une source de distraction, au même titre que le téléphone portable, les écrans pourraient l'être également. Il y a de plus en plus d'outils numériques aujourd'hui qui permettent aux jeunes de réviser. On va en parler dans un instant, vous avez peut-être quelques conseils ou applications à nous recommander, mais ce rôle-là, effectivement, du numérique dans les révisions, le rôle du téléphone portable, qu'est-ce qu'on en fait? On l'éteint? Est-ce qu'il peut être aussi une source justement de travail, de motivation? C'est un outil, ça va dépendre beaucoup de comment on va l'utiliser, comme beaucoup d'outils. Je dirais que si on arrive à utiliser, ça peut être le téléphone et ça peut être l'ordinateur, pour aller justement sur des applications, pour faire des quiz par exemple, sur des sites pour faire des révisions, pour ces différents aspects-là, ça peut être bénéfique, ça peut permettre de se tester, ça peut permettre de faire du lien, aussi de créer d'autres chemins avec d'autres notions qui vont faciliter la possibilité de retrouver après l'information qui nous intéresse. Donc ça, de ce point de vue-là, ça peut être un outil vraiment formidable. Maintenant,
il y a d'autres aspects que la mémoire qui vont être, comme vous le dites très bien, la distraction. Et quand on a son ordinateur, on peut être tenté d'aller regarder sur un site les nouvelles on vient de finir Roland-Garros par exemple, de voir un match de foot, de voir les dernières infos, si on a reçu un mail, etc. Et ça veut dire qu'il faut être capable de s'autoréguler. Ce qui, quand on est adolescent, est évidemment pas le plus simple. Malheureusement pour les adolescents, parfois pour les parents aussi, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc, ce qui peut être fait, c'est peut-être de se dire, soit on peut bloquer une appli, il y a tout un tas de téléphones qui proposent ça ou des applis en plus, et on va enlever temporairement le temps de la révision du travail, les applis qui pourraient nous tenter. Ça, c'est une solution. Une autre solution, si on veut être plus tranquille, c'est vraiment de définir des temps très différents, notamment en groupe, se dire on va travailler par exemple 25 minutes, 30 minutes, ça n'a pas besoin de faire des sessions de 4 heures, évidemment il faut des pauses. On travaille par exemple 25 minutes, on pose le téléphone, on pose l'ordi, on pose toutes les sources de distraction possibles, on révise, on se pose des questions, on présente les idées à l'autre, on crée des nouveaux exemples. Il y a plein de façons de faire différentes qui sont très intéressantes. Et puis, une fois les 25 minutes terminées, on s'accorde 5-10 minutes de pause. Et pendant cette pause-là, alors là, on fait tout ce qu'on veut, on se détend et on peut reprendre ça et faire plusieurs cycles comme ça. Ce qui veut dire qu'il faut là aussi être assez raisonnable, planifier les choses. Mais c'est peut-être ce qui est le plus simple à faire si on fait ça en groupe et si on se prépare en groupe à ça, on prend l'engagement pour le groupe, ou si les parents sont là, on va se dire, les parents, par exemple, on leur confie les téléphones dans une pièce à côté, et puis ils reviennent au bout de 25 minutes, ou en disant, c'est bon, vous avez terminé, vous allez profiter de la pause. Ça va dépendre des possibilités de chacune et de chacun. Mais clairement, il y a une distraction possible si on est avec quelqu'un d'autre, si on est avec un téléphone. Je pense qu'en tant que papa aujourd'hui, et puis d'ancien élève, même quand on est tout seul, si on a envie de faire autre chose et de trouver une source de distraction, on pourra aussi en trouver d'autres par ailleurs. Pas trop compliqué, effectivement. Alors, dans le cadre de la préparation des examens, vous insistez aussi sur l'importance de l'alimentation, l'importance d'un bon petit déjeuner le matin de l'épreuve. Certains sont tellement stressés qu'ils n'arrivent pas à manger, justement, avant un examen. En quoi, justement, et c'est important, notre alimentation, elle influence quelque part nos capacités cognitives et donc notre mémoire? Ça, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui sur, on parle parfois du microbiote intestinal. Il y a des recherches très pointues aujourd'hui dessus qui sont conduites par tout un tas de collègues, évidemment les diététiciens, les médecins qui travaillent sur ces sujets-là, qui montrent des choses très pointues. La chose à en retenir de façon, on va dire, la plus simple, c'est que notre corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Notre cerveau particulièrement, qui est grand consommateur d'énergie, qui a besoin d'avoir du sucre, qui a besoin d'oxygène pour fonctionner. Donc, si on ne mange pas, en fait, si on mange aussi de façon déséquilibrée, beaucoup trop en quantité, etc., c'est des choses qui peuvent venir gêner le fonctionnement cognitif global. Évidemment, la mémoire, où ça va être plus dur, par exemple, de récupérer. Il y a aussi sur les phénomènes attentionnels, si on pense au moment des révisions, si on n'a pas assez d'énergie, au contraire, si on est trop lourd, si on n'est pas suffisamment concentré, ça va être dur d'être attentive à la leçon, d'être pleinement concentré pour apprendre correctement. L'idée derrière, si on veut donner un conseil simple, et qui est encore une fois un conseil très général, c'est de manger équilibré, bien entendu, au mieux. Donc là aussi, les adolescents vont peut-être pas être les premiers à avoir des comportements raisonnables, donc c'est peut-être les parents qui vont accompagner, et puis surtout d'avoir quelque chose qui est régulier. C'est-à-dire que quand c'est dans la régularité, si évidemment on se fait un petit écart en disant faites la fin des révisions et on mange un truc un peu plus gras et on boit un soda, c'est pas une fois qui va évidemment faire tomber tout un équilibre, bien entendu, mais de se le dire, de se le garder pour un moment particulier et puis d'avoir cette régularité. Donc mieux vaut manger même un petit peu le matin ou si c'est pas possible tout de suite, de se garder une banane, une barre de céréales, quelque chose dans la poche pour éviter surtout de faire un malaise au moment de l'examen, ce qui serait... C'est effectivement oui, tout à fait. Bon, en tout cas, merci infiniment pour tous ces conseils. Je pense qu'ils sont très utiles justement pour les collégiens et les lycéens qui vont passer justement dans quelques semaines, dans quelques jours même, leurs examens. Merci à vous encore d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans l'École du Futur. Mathieu Incelin, je rappelle que vous êtes maître de conférence en psychologie et neuropsychologue. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis dans l'École du Futur. Vous savez, on se retrouve dès demain, toujours à 12h30 et toujours sur School TV. D'ici là, passez une très belle journée. Ciao.